Mon invité aujourd'hui, il y en a plusieurs qui le connaissent comme étant quelqu'un de très divertissant dans plusieurs sphères. Bon, la première, on dirait que c'est un ancien lutteur à la TEW, Adam Dreed, qui a fait beaucoup réagir à l'époque, soit par ses performances, disons, humoristiques ou dans le ring. Il y a eu également Régent Côté, l'humoriste, qui sera mon invité dans les prochains instants. Et soit dit en passant, sa carrière en humour va très bien. Et c'est également aussi un amoureux de Chucky. Bon, ça, c'est un peu spécial, là, mais c'est quand même un peu partie intégrante du personnage. Salut Régent, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci toi. Ça va très bien, Régent. Tu sais, je l'ai mentionné un peu en préambule. Il y en a plusieurs qui t'ont connu à cause de la lutte du côté de Tedford. Ça a été une partie très importante de ta vie avec Adam Dreed. Je veux qu'on fasse un léger retour sur ce bout passé de ta vie. Là, tu t'impliques avec la Victory Ring du côté de Tedford Mines, mais n'empêche, tu as eu des grosses années de lutte à Tedford. Tu as gagné des championnats, puis je pense que tu as eu fait quand même pas mal réagir les gens là-bas pendant plusieurs années. Moi, ben, la lutte étant un sport divertissement, l'important dans la lutte, c'est de se démarquer, peu importe la manière qu'on le fait. Il y a des gens qui se démarquent en étant très athlétiques, des sauts périlleux de la troisième corde. Il y a des gens qui sont 7 pieds, 400 livres, les physiques super imposants. Moi, malheureusement, la vie ne m'a pas donné le physique d'athlète le plus légendaire que j'avais vu. Fait que plus jeune, j'essayais de me concentrer sur le fait d'être divertissant. Je m'étais trouvé une facilité avec le micro, avec les entrevues. C'est quelque chose que j'avais du monde autour de moi qui était bon là-dedans, mais j'avais l'impression que je pouvais trouver une twist unique à ça. Tu sais, des fois, t'es pas meilleur, mais tu trouves une approche différente. Tu trouves un angle différent. Tu sais, puis à telle sorte, je pense que c'est ça ben, dans la lutte en général, je pense que c'est ça qui m'a aidé là, à faire mon petit bout de chemin, là, c'est cette espèce de personnage d'Adam Dreed là, que j'avais créé dans le temps. Le personnage a été bâti comment? Parce qu'il y avait des phrases qui étaient, on pourrait dire, catchy, mais qui ont marqué les années. Encore une fois, aujourd'hui, des fois, entre amis, on s'en parle, on dit crime. C'était bon, pareil. Les gens embarquaient. Il est smoking hot, veux-tu un biscuit? On pourrait en nommer plusieurs, mais bref. Comment ça a été construit, tout ça? Au début, dans le fond, je m'étais juste dit, bon, je vais être un mauvais, puis j'essayais d'être désagréable. Puis j'avais pas vu ça plus loin, envoyer promener en foule, puis c'était un peu tout. Ça a eu un certain niveau de succès, mais ça a plafonné. Puis je voyais les gens autour de moi mettre des efforts que moi je mettais pas. Fait qu'à un point, je me suis dit, bon, il faut que je me force à mettre un peu plus de travail là-dedans. Fait que je me suis littéralement assis avec une feuille de papier puis un crayon. Puis en haut, j'ai écrit Adam Dreed. Puis là, je me suis dit, bon, la personne la plus désagréable que je peux imaginer est comment? Puis la première chose que j'avais mis, c'était de prendre trop de place, tu sais, de faire trop de bruit, de toujours être trop là. C'est ça qui m'avait fait penser à la voix au départ. OK. Adam Dreed, là, je parlais très rauque, très fort, j'étais très dérangeant. Et suite au fait que je faisais beaucoup d'entrevues, justement, je voulais non seulement avoir des catchphrases, des petites phrases que les gens allaient reconnaître pour que justement les gens associent ça à toi. Faut que tu sois original dans le sens que tu peux pas tout le temps être en train de servir la même affaire au monde, mais si c'est à ta sauce, si les gens reconnaissent justement les petites phrases, si les gens associent tes prises à toi, c'est quelque chose qui fait que tu te démarques beaucoup, tu sais. Fait que c'est ça qui m'avait donné l'idée de vraiment mettre ça sur papier, si on veut, de vraiment bâtir une personnalité à Adam Dreed. Puis une fois que j'avais fait ça, j'avais trouvé que c'était beaucoup plus facile à travailler parce que après avoir mis le temps là-dedans, je connaissais Adam Dreed. Aussi bizarre que ça peut sonner, mais je le savais comment le personnage réagirait à telle ou telle situation. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Une fois que je l'avais comme vraiment plus écrit, une fois que je l'avais vraiment plus créé, c'était beaucoup plus facile de devenir Adam Dreed puis d'improviser autour. Fait que c'était de mettre
C'était de mettre le travail, de donner un coup, mais ça a rendu la vie beaucoup plus facile après ça de juste surfer cette vague-là. En 2 secondes, là, mettons, là, dernière question sur la lutte, ton plus grand fait d'armes en tant que lutteur, ça a été quoi, selon toi, la plus grande réussite? De gagner le championnat de la PEW, la lutte est un sport de divertissement, justement. C'est pas nécessairement parce que tu gagnes le championnat que tu es actuellement le meilleur. Parce qu'étant un art, c'est dur de définir c'est qui le meilleur. T'sais. Deux gars peuvent être excellents dans ce qu'ils font, mais ils font quelque chose de différent. Mais j'ai l'impression que quand j'ai atteint mon niveau de succès à TUW, après ça, j'ai l'impression que j'ai aidé le produit à devenir plus pendant mon règne de champion. Puis que après ça, on a eu un temps à TUW quand moi j'ai arrêté, où est-ce qu'on a eu des Jake Matthews, puis des Frankie the Mobster, qui aujourd'hui Beasting STM, qui sont arrivés, puis qui ont repris la fédération, puis qui l'ont encore plus élevé une fois que moi j'avais fini, tu sais. Mais j'ai l'impression que j'ai non seulement, avec mon règne de champion, aidé ma situation à moi, mais que j'ai rendu un peu toute la fédération un peu plus le fun, que j'ai aidé un petit peu à bâtir ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de fierté aujourd'hui. En tant qu'humoriste, maintenant, on s'entend, la lutte, tu le mentionnes, ça a été un peu comme, pas nécessairement un tremplin, mais du moins, ça t'a peut-être ouvert certaines portes. Veux pas, on s'entend, t'as une habileté avec le micro, tout ça. T'es quelqu'un de divertissant, t'es quelqu'un qui aime faire rire les gens. C'était peut-être un naturel, sauf que à la différence de plusieurs, t'avais peut-être pas 25 000 à mettre dans l'École nationale de l'humour, fait que t'as fait tes choses par toi-même. Ouais, quand j'ai arrêté la lutte, c'est parce que j'ai fait une fracture du crâne et j'ai quelques commotions cérébrales à mon actif. Et c'est dans un coup de chaise. Évidemment, la lutte, c'est de la cascade et on a un coup de chaise parce que la cascade a mal été. Donc, fracture du crâne, commotion cérébrale, j'ai dû accrocher les bottes. Et je ne peux plus faire l'aspect physique dans le ring, mais ça me manquait d'avoir un projet. Ça me manquait d'avoir quelque chose dans lequel non seulement je m'exprime créativement, artistiquement, mais d'avoir un défi. Tu sais, moi, je travaille dans une chaîne de montage à job. J'aime ma job, mais c'est pas ça qui me challenge créativement, tu sais. Puis j'ai besoin d'un espèce de projet comme ça dans ma vie. J'ai besoin de m'exprimer puis de me challenger dans quelque chose. Puis j'avais vu des choses semblables entre mes entrevues à la lutte et l'humour. Je le savais que ça serait pas pareil. Puis en humour, il y avait plein, quand j'ai commencé il y a 1 an et 2-3 mois, il y avait plein de choses que je faisais pour la première fois, mais il y avait clairement certains talents que j'avais développés en lutte que j'ai été bon pour ramener à la scène en humour. Comment tu décrirais ton humour, justement, sur scène? Parce qu'on s'entend, des humoristes, il y en a plus au Québec, il y en a beaucoup. Tout le monde essaie de faire un peu des choses différentes. Il y en a qui, sans faire du copier-coller, du moins, s'inspirent beaucoup des autres. De ton côté, comment tu perçois un peu les blagues, les jokes que tu fais? J'essaie d'être un raconteur punché. J'essaie de raconter de manière à ce que si je suis sur scène pour 7 minutes, pour 15 minutes, je vais te raconter une histoire, 2 histoires. Tu sais, j'ai pas des petites jokes rapides. J'aime ça me raconter des situations, des choses qui me sont arrivées, des manières que je pense que la société fonctionne, des petits traits de société qu'on a. Fait que je raconte, excuse-moi, je raconte, mais j'essaie quand même de puncher beaucoup. J'essaie que ce soit quand même rapide, que ce soit drôle. Puis j'essaie d'offrir ma vision de la chose. Tu sais, il y a plein d'humoristes aujourd'hui qui sont super informés. On a des gens très cultivés qui font de l'humour. On a des gens très politisés. Politisé, c'est-tu le bon mot, ça? Je suis en train de... Ouais, je pense qu'on pourrait le dire politisé. On va y aller de même, en tout cas. Mais il y a plein de gens, justement, comme ça, qui sont super brillants en humour.
Moi, j'ai tout le temps été un gars de région qui travaille d'une shop. Je pense pas que je suis plus innocent qu'un autre, mais je pense pas que je suis plus brillant qu'un autre non plus. Puis j'essaie juste de donner mon point de vue. Tu sais, peu importe de quoi je parle, peu importe ce que j'amène sur la scène, c'est parler de ma perception à moi, de ce que je vis, de ce qu'on vit tous sur certaines choses. Tu sais, je veux pas dire au monde ce qui est correct et ce qui est pas correct. Je veux pas dire je veux pas avoir l'air de monter sur scène puis faire la leçon au monde. Tu sais, je peux juste justement donner mon opinion sur ces choses puis souhaiter qu'il y ait le plus de monde possible qui trouve ça comique. En dedans de 2 secondes, est-ce que tu te trouves vulgaire en humour ou est-ce que tu es quelqu'un qu'on pourrait dire bon public? Je suis vulgaire, mais pas pour rien. Je considère que je fais un humour adulte, que je vais des fois parler de... Admettons, je vais parler de sexe, je vais parler d'homosexualité, de consommation. Il y a peut-être des choses comme ça, qu'il y a des sujets un peu plus adultes que j'aborde, mais j'essaie de ne pas être vulgaire pour rien. Je veux pas que ça devienne... Je veux pas que ce soit gratuit, tu sais. Mais justement, je veux rester moi. Puis je te mentirais si je te dirais que quand j'essaie de faire rire mes chums de gars, il y a une coupe de sac une fois de temps en temps. Fait que ça scène, ça a plutôt l'air de ça. Justement, tu parles de tes chums de gars avec tes amis. Des fois, on a un peu une double personnalité quand on travaille dans le domaine des communications, domaine de l'humour. Des fois, sur scène, on est comme un autre personnage. Ceux qui me connaissent le savent. Dans la vie intime avec ma copine, avec mon Flo, je suis quelqu'un d'un peu plus tranquille. Je fais mes petites affaires, je suis pas trop énervé. Aussitôt qu'il y a un public, que ce soit à mon travail, que ce soit dans la vie de tous les jours, on dirait qu'il y a comme un genre de démon en moi, un clown, ou je sais pas trop, mais on dirait que c'est comme un besoin d'interagir avec les gens, un besoin de faire rire les gens, un besoin de faire divertir les gens. De ton côté, est-ce que tu as un peu ce côté de Jekyll and Hyde là? J'ai toujours été show-off. J'ai toujours aimé ça, justement, donner mon show, avoir de l'attention, faire rire les gens. J'ai l'impression que depuis que j'ai commencé l'humour, je le suis un petit peu moins dans ma vie de tous les jours. J'ai l'impression que je viens un peu régler ce besoin-là en faisant des choses, justement. Fait que dans ma vie de tous les jours, ben ça me dérange moins de laisser plus de place aux autres, de moins donner mon show, parce que justement, mon show, je le donne un autre temps. T'sais. Puis là, je te dis ça, mais j'ai eu un party de famille cette semaine. Si tu m'avais pogné dans mon party de famille après 3-4 bières, c'est sûr que j'étais jaseux pas mal. Mais à l'occasion, par exemple, j'ai l'impression que de faire de l'humour, ça me fait un peu de bien là-dessus. Ça apporte une certaine couleur de plus. Ouais, c'est ça. Puis justement, ça vient comme gratter ce bobo-là. Fait que je sens moins le besoin quand je suis pas sur scène avec un micro dans les mains. Je fais déjà assez de jokes de même pour laisser la scène aux autres quand on n'est pas en jeu. Là, il faut absolument te laisser que je te parle de Chucky. T'as un amour pour Chucky qui est un peu dérangeant sur les bords. T'as acheté la poupée, t'as acheté le chandail Good Guy. Là, sérieux, explique-moi tout simplement, ça part de où cet amour-là pour Chucky? Puis, sérieux, là, comment ça tu l'aimes de même, Chucky? Quand j'étais jeune, je me souviens pas de l'âge exact, mais honnêtement, je dirais pas 10 ans. Je pense que j'avais 8 ou 9 ans. J'avais été au club vidéo avec mes parents et là, on parle début des années 90, donc c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'était quand même un autre monde. Ça marchait quand même très différemment. Et c'est un de mes premiers souvenirs d'enfance. Je me souviens que j'ai regardé mon père puis j'ai vu le film Chucky 1. Puis j'avais trouvé ça fascinant, le fait que c'était une poupée, mais qu'il y avait un couteau, tu sais, que ça avait de l'air méchant, puis c'était un jouet qui avait de l'air méchant. J'avais demandé à mon père si je pouvais le louer, puis ma mère avait dit « Voyons, il est bien trop jeune pour ça. » Tu avais dit à mon père que ça n'avait pas de bon sens. Puis mon père m'avait dit « Ouais, mais tu le sais que c'est un film. » Puis je me souviens dans ma tête de réfléchir à ça, de me dire « Bon, si je dis oui, je vais pouvoir l'écouter. Tu sais, fais pas de niaiserie. » Fait que j'avais dit ouais, je le sais.
Puis je l'avais regardé, puis dans tout le vieux film de Chucky, tu sais, c'est le petit gars que sa poupée devient en vie, puis veut le tuer, veut transférer son âme dans son corps, puis il essaye de le dire aux adultes, puis personne ne le croit, tu sais. Tout le monde est comme, voyons, ta poupée n'est pas en vie, puis ils le mettent dans un hôpital psychiatrique, puis tu sais. Puis je pense que je m'étais vu là-dedans quand j'étais jeune, de par le fait, justement, tu sais, dans les années 90, les parents étaient très... parle pas quand les adultes sont en train de parler, puis tu sais de quoi tes parents qui s'étaient passés à l'école, ou qui étaient comme, voyons, capote pas avec ça, tu sais. Fait que même si j'avais les meilleurs parents du monde, je les ai encore, ils se sont toujours occupés de moi de façon exemplaire, mais je voyais cette espèce d'affaire-là que si je disais de quoi à mes parents, que j'étais en danger pour de quoi qui faisait pas de sens, qui me croiraient juste pas. Puis je pense que cette détresse-là, quand j'étais jeune, m'avait vraiment intéressé, m'avait fasciné. Je m'étais vu là-dedans. Fait que ça a fait qu'en en vieillissant, ben j'ai continué de suivre la série, puis ben d'adorer ou de moins adorer ça, dépendant de la manière que les films ont tourné. Mais récemment, j'ai vu que Trick or Treat Studios, qui est un site sur Internet, avait acheté les moules qu'ils avaient utilisés pour faire les poupées dans le jeu d'enfant 2, dans Chucky 2. OK. Fait que justement, ils font des poupées qui sont exactement pareilles comme la poupée dans le film, tu sais, faite avec les mêmes machines. Puis quand j'ai vu ça, hey, je te mentirais, hein, on s'entend que je l'ai payé trop cher pour te dire c'est combien live à la radio. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah non, je vais être un des innocents qui va acheter cette poupée-là. J'ai immédiatement commandé ça. Je l'ai reçu il y a quelques jours. Et là, justement, j'ai un Chucky dans le coin de ma chambre. Il n'a pas bougé de lui-même encore. On croise les doigts. Juste pour le fun, y a-tu mis un couteau dans les mains des fois si tes parents arrivent à la maison ou quelque chose juste pour leur faire le saut? Pas jusqu'à date, j'ai pas fait peur à personne avec encore, mais si je te mens pas, c'est totalement parce que la poupée vaut trop cher. OK, c'est bon. J'aurais peur de faire un saut à quelqu'un puis qu'il sac une claque de chose. Peut-être même que je l'aille depuis un peu plus longtemps puis que j'en sais revenu, là. Je vais peut-être m'en servir à des fins un petit peu plus diaboliques. Régent, juste avant qu'on se laisse, juste mentionner tes en spectacle là, du côté de Lévis bientôt, puis également peut-être inviter les gens à te suivre sur ta page Facebook, puis également du côté de Victory Ring, où ce que tu t'impliques quand même pas mal. Là. Oui, le 5 août à Lévis, on a une soirée d'humour. L'été, on est un peu plus tranquille pour les soirées d'humour. On laisse les gens profiter des terrasses et tout, mais on a décidé de faire un petit show pour les vacances quand même, donc le 5 août à Lévis. Et justement, si les gens veulent savoir où est-ce que je suis, je les invite à suivre Régent Côté Humoriste sur Facebook. Où est-ce que je sors mon podcast aussi à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines. J'attends qu'il m'arrive un petit quoi dans ma vie qui vaut la peine d'être compté. Puis je sors ça. Et oui, s'ils veulent soit avoir des nouvelles de moi ou de la lutte dans la région de Thetford Mines et les alentours en général, Victory Ring, qui en est déjà à son 4-5e show et on n'a pas l'intention d'aller nulle part. Ça va très bien en région. On est en train de continuer le travail que la TUW avait fait il y a tant d'années. On invite vraiment les gens à venir voir ça. À plusieurs reprises jusqu'à présent dans les shows de Victory Ring, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus broche à foin, si tu m'excuses le langage. Tu sais, les gens viennent voir de la lutte, puis je pense qu'à force qu'il y a eu de la lutte, tu sais, la TUW, à la fin, c'était très bien. C'était borderline professionnel comme fédération. Ça paraissait très bien. Mais en général, tu sais, quand les gens vont voir de la lutte dans des sous-sols d'église, des affaires, des fois, on sait pas toujours sur quoi on va tomber, puis c'est pas toujours un produit qui est chic, là. Non, c'est ça. Et les gens ont des belles surprises avec Victory Ring, donc j'invite le monde à venir être surpris avec nous au Centre récréatif de Robertsonville. L'invitation est lancée. Merci, Régent, puis bonne fin d'été, profite-en bien. Merci beaucoup à toi. Bye-bye. À bientôt. Bonne journée. Salut, bye-bye.